Bonjour à tous, bienvenue pour ce Digitalk, ce webinaire que nous vous proposons ce matin dédié au content marketing. Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints ici. Donc je suis avec Yann Gourvenette que vous voyez ici avec moi. Donc voilà, on va vous parler effectivement content marketing ce matin. Donc en association avec Visionary Marketing, on aime bien travailler ensemble avec Yann parce qu'on a une vision commune d'un contenu à forte valeur ajoutée pour le B2B. Donc on va essayer de se projeter ce matin et vous donner quelques informations en mode un petit peu accéléré, parce que l'idée c'est de pouvoir vous donner plutôt envie de discuter après avec nous, mais de repartir quand même avec des vrais tips. Areci, c'est l'agence B2B au sein du groupe Epoca, donc juste quelques slides pour vous montrer, vous donner quelques informations sur le groupe. C'est 200 collaborateurs avec une vision d'une agence un peu nouvelle génération où on fait converger les métiers, où on travaille avec des experts chez le client, des experts externes comme on le fait ici avec Yann, être capable de synchroniser tout ça. C'est ça qui à la fin fait qu'on propose une valeur ajoutée supplémentaire aux clients. Et puis en B2B, on a une vision toute spécifique qu'on développe en permanence. C'est que B2B, c'est pas que business to business, c'est brand to business, c'est donner envie de travailler avec une marque plutôt qu'une autre, indépendamment de son prix. Et donc le contenu est un des éléments forts qui va participer à cette démarche de faire en sorte que votre entreprise soit préférée versus une autre. Pour résumer en 5 bullet points qu'on va voir ensemble dès maintenant. Yann va commencer en vous parlant du content marketing d'hier aujourd'hui. Je vous donnerai quelques nouveaux formats spécifiques pour le B2B et des tendances que l'on observe. On va parler très vite après de l'influence et comment on peut l'intégrer à son contenu. Je vous parlerai ABM et comment on peut personnaliser des contenus tout en étant réaliste avec le temps et l'argent nécessaire. Et puis, on terminera en vous parlant de l'influence qui peut aller jusqu'à la congruence. Et c'est Yann qui vous parlera de cette partie-là. Yann va tout de suite prendre la parole pour vous présenter sa partie. C'est parti, je te passe la parole, Yann. Et n'oubliez pas, en attendant, vous pouvez nous poser des petites questions à droite dans le chat, la partie questions, elle est là pour ça. N'hésitez pas, on y reprendra à la fin. Merci Laurent et merci de cette invitation. J'ai 10 minutes pour faire un panorama de ma vision du futur du content marketing dans les prochaines années. 10 minutes, c'est très court. C'est un peu comme traverser le monde et le visiter en 3 jours. Donc, on va voir quelques points remarquables. Il faudra prendre des photos rapidement. Et puis, bien entendu, après, on pourra échanger plus profondément si vous avez des questions, et je ne doute pas que vous en aurez. Juste une petite introduction rapide. Je suis le CEO fondateur de Visionary Marketing, qui effectivement, on aime travailler souvent avec Areci. On fait des choses ensemble, des projets ensemble, et souvent des présentations. Notamment, on a fait une sur l'ABM il n'y a pas si longtemps, et on va en reparler bientôt. Alors, d'abord, je voudrais faire un bref historique, puisque c'est le but de cette première partie en 10 minutes, de faire un balayage très rapide du marketing de contenu. Alors, d'où il vient, où il va, puisque c'est ça qui nous intéresse surtout, c'est où il va. Mais ce que j'aime bien dans la technologie, c'est de revenir sur son histoire, l'histoire de la technologie, parce que c'est souvent intéressant de voir comment naissent les innovations et de les inscrire dans le temps long. Et quand on comprend bien d'où ça vient, eh bien, souvent, on comprend mieux où ça va. Donc, je vais faire un bref historique du content marketing. Je vais déjà parler de ce qu'on fait, nous, chez Visionary Marketing. Et là, c'est, je dirais, une sorte de préhistoire, de paléontologie de l'Internet, puisque c'est un des premiers sites que j'ai réalisé de content marketing. Je savais même pas comment ça s'appelait. D'ailleurs, on faisait ça comme Monsieur Jourdain. C'est un site qui s'appelait internet-banking.com. Le but était très simple. Chez Unisys, on était parmi les leaders de la finance dans le monde, dans le back-office financier. Mais par contre, on était
relativement peu connu dans la banque sur Internet, qui débutait dans les années 90, bien entendu. Et l'idée est venue assez rapidement de faire un site web à l'époque qui nous permettait de créer un contenu autour de ce que faisaient les marques de la banque anglaise à l'époque sur ce sujet, et ce qu'elles ne faisaient pas, et de les comparer à l'intérieur d'un baromètre. Le résultat, très simple, au bout d'une semaine, on était en contact avec toutes les banques de l'Angleterre jusqu'à la Banque centrale, et ça nous a permis de faire de très jolies missions, notamment avec Abbey National, à l'époque la plus grande banque anglaise avec ses 20 millions de clients. Donc depuis ce temps-là, l'eau a coulé sous les ponts. Et si on parle du content marketing, il faut le replacer dans une perspective, et dans une perspective qui est mouvante et qui échange beaucoup. Visionary Marketing était au départ un site web qui m'a accompagné tout au long de ma carrière. Et puis en 2014, il est devenu une agence. On a travaillé avec près d'une centaine de clients depuis. Et les choses ont énormément évolué depuis 2014. On en reparlera un peu avec Laurent tout à l'heure dans les modes de contenu. Mais c'est pas seulement sur les modes de contenu, c'est dans la stratégie, c'est dans l'approche. Les choses ont énormément évolué. Moi, ce que j'aime bien, c'est revenir un peu aux sources pour bien comprendre d'où vient le content marketing et où il a été créé. Alors sur la gauche, c'est tout petit, et vous voyez des vignettes qui sont issues en fait d'un journal qui s'appelle The Furrow. The Furrow en anglais, ça veut dire le sillon. Si vous allez sur Internet, vous tapez The Furrow John Deere. John Deere, vous connaissez, c'est les fabricants de machinisme agricole bien connus. Et vous retrouverez encore The Furrow, vous pourrez le télécharger encore aujourd'hui, 125 ans après. Je vous demande de bien vous souvenir de cette date. 125 ans de content marketing chez John Deere. Et pourtant, John Deere, c'est du B2B, on ne peut pas plus B2B. On fabrique des machines agricoles, ça ne s'adresse pas au grand public. Et ce qui est très intéressant, c'est la méthode qu'ils ont utilisée dès le départ, en préemptant des sujets, un peu comme j'avais fait avec Internet Banking en 1996, sans savoir exactement ce qui s'était fait avant, mais en intuitant sur cette idée de préempter un sujet qui va au-delà de la marque, au-delà de ce que fait l'entreprise. Et puis c'est un peu emballé après. Aujourd'hui, on a l'impression que le content marketing a été inventé en 2014, date où Joe Pulizzi a sorti son bouquin éponyme Epic Content Marketing, parce que le terme, il arrive en 2014 finalement, assez tardivement, mais c'est quelque chose qui existait depuis assez longtemps, qui s'est développé déjà dans les années 90, comme je viens de vous le démontrer, et qui a connu une énorme accélération avec déjà un changement important en 2004 avec l'invention, ou plutôt la dénomination du Web 2.0 et le fameux adage sharing is caring, qui a permis véritablement de changer la face du contenu. En 2014, quand on crée l'agence, quand on crée un article qui marquait, c'était pas rare d'avoir 1500 tweets en une journée sur un article. Aujourd'hui, les choses ont complètement changé. Et elles ont complètement changé dès d'ailleurs cette date de 2014 avec la prophétie de Mark Schaeffer qui nous a dit il y a un content shock qui va se créer, c'est-à-dire un moment où il va y avoir plus de contenu que de gens qui sont capables de le lire. Il va y avoir une pléthore de contenu et tout ça s'est développé. Encore une fois, on est là en ballon et on traverse le monde en 2 jours. Donc, on arrive en 2020, 7 ou 8 ans après, et on arrive au moment de vérité. Toujours un livre fondateur, FCK Content Marketing, je vous laisserai deviner le vrai titre, 2020, ce moment de vérité avec une pléthore de contenu SEO, il se passe pas des jours, je suis plus client depuis 15 ans et c'est pourtant tous les jours, j'ai des gens qui nous noient de contenu SEO de très mauvaise qualité, de contenu qui est dupliqué, qui est renvoyé partout par des gens qui cherchent à contourner les moteurs de recherche et qui n'écrivent pas pour des gens, chose qu'on fait en B2B, mais qui écrivent pour des moteurs de recherche. Moteurs de recherche qui eux-mêmes ne sont plus des moteurs de recherche. Ils sont des moteurs de publicité. Moteurs de publicité pour plein de raisons, certaines bonnes, certaines mauvaises, mais peu importe. Pour l'utilisateur, on en discutait encore hier avec un de mes collaborateurs, on peut arriver sur certaines requêtes à faire une page de scroll avant d'arriver à un résultat de recherche. Ça change beaucoup de choses. Aujourd'hui, sur Visionary Marketing, de 1000 à 1500 visites par jour, en B2B, c'est pas mal, ça commence déjà à être un média
assez fort. C'est rarement plus de la moitié des visites, rarement plus, qui viennent d'un moteur de recherche. Donc les choses ont beaucoup changé. Le paid media, je n'en parle même pas. L'étude SEMrush de 2020, avec des prix et des enchères par clic qui peuvent monter jusqu'à 23 € dans l'assurance. Mais dans le B2B, vous le savez bien mieux que moi, ça peut monter encore beaucoup plus haut. Pire encore, et j'ai été annonceur, je sais de quoi je parle, très souvent, finalement, on a plus d'argent que ce qu'il faut pour pouvoir avoir des clics sur le coût par clic. Donc les choses sont en train de changer énormément, mais c'est encore rien. Tout ce que vous voyez là, ça n'est rien par rapport à déjà ce qu'on a vécu entre 2014 et 2020 sur la production de contenu. On va en parler un peu avec Laurent sur les différents modes de contenu, mais dans ces différents modes de contenu et derrière ces différents modes de contenu, il y a des modes de production. C'est pas si anecdotique que ça, parce que ça permet de changer le métier. Et je vais montrer juste 2 exemples. Encore une fois, on est en ballon, on fait le tour du monde en 3 jours, donc c'est très difficile. Je vais prendre le premier exemple, c'est Nebo. Alors moi, je suis un peu un fanat de la reconnaissance naturelle du langage. Alors, Nebo, c'est une petite, d'ailleurs, c'est une petite société française, c'est une petite société nantaise qui a un succès international. Ils ont des millions de téléchargements avec cette application sur tablette. Et ici, c'est un exemple réel. Si vous aurez, certainement, Laurent vous donnera le PDF à télécharger, vous cliquez sur le lien, vous arriverez sur le document brut de décoffrage sur Internet, vous cliquez sur les 3 points, vous faites exporter dans Word et bingo, vous récupérez ça. C'est absolument extraordinaire. Un premier exemple d'outil de production de contenu qui est renversant et qui change la donne. Alors bon, comme toujours, avec l'informatique, c'est merveilleux, on s'émerveille. Il y a des gens qui savent l'utiliser, il y a des gens qui savent pas l'utiliser, mais pour les professionnels comme nous, qui écrivons des milliers d'articles, Visionary Marketing, c'est 4 à 5 000 articles sur les blogs, c'est des bouquins, tous les ans, on écrit l'équivalent de 1 ou 2 bouquins de 450 pages. Donc ça fait beaucoup de contenu. Et en plus du contenu de fond, du contenu, on y reviendra avec Laurent tout à l'heure qui va expliquer ça, du contenu avec des chiffres, avec de la recherche, avec de la profondeur, on est dans le contenu vraiment profond. Mais alors un autre exemple que je vais vous montrer, c'est Trint. Alors encore une fois, malheureusement, je ne peux pas vous faire la démo parce qu'on va trop vite, mais c'est un logiciel qui est absolument extraordinaire. C'est un des logiciels qu'on utilise, il y en a plein des comme ça, mais celui-là est vraiment fantastique. C'est un logiciel qui permet de faire la transcription de textes en plein de langues d'ailleurs, il fait même la traduction, et qui permet de reconnaître les différentes voix, de rajouter la ponctuation, de rajouter la grammaire, enfin c'est fantastique. Il supprime même les E, les 1 et les répétitions, c'est une merveille. Est-ce que ça change la façon dont on travaille? Absolument. Est-ce que ça supprime notre travail? Pas du tout. Ça le transforme intégralement. On passe toujours autant de temps à écrire des articles, mais on les écrit différemment. Mais tout ça, ça n'est encore rien. Vous n'avez rien vu. D'ailleurs, vous n'avez rien vu parce que vous ne pourrez pas aller le voir. Generative pre-training, c'est-à-dire une nouvelle avancée dans l'intelligence artificielle sous l'impulsion de l'ineffable Elon Musk avec une boîte qui s'appelle OpenAI et qui a lancé un logiciel, c'est déjà sa 3e version, GPT-3, qui permet de faire des choses absolument extraordinaires. Alors ici, bien entendu, on va passer ça encore au pas de course, mais il va pouvoir, par exemple, faire en quelques clics générer des moteurs de recherche, de permettre en haut à gauche de faire, ça c'est très difficile d'un point de vue intellectuel, pour tous ceux qui ont fait de la contraction de texte le savent, c'est un des exercices les plus difficiles qui existent. Je ne parle pas de prendre un texte et de le caviarder, je parle de possibilité de faire une véritable contraction du texte, de prévoir, de faire du prédictif sur des formats Excel, de faire des applications en simplement notant quelques mots en langage naturel. Créez-moi une application avec un appareil photo en haut, une photo au milieu, un bouton like et vous avez recréé Instagram. Et ça, vous pouvez le faire au travers. Vous pouvez aussi générer des textes, de la poésie, etc. Et il y a eu
des expériences qui ont été faites avec GPT-3 qui ont amené à faire des textes où même des professionnels se sont mis à commenter en croyant que ce sont des hommes qui le créent. Alors qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire un cataclysme. Un cataclysme sur la production de contenu de bas de gamme. Tout ce qui est dans le très bas de marché, qui n'est pas dans la vente complexe, où on n'a pas forcément besoin de faire des choses très sophistiquées. Et à mon avis, ça va être un raz-de-marée pour tout ce que j'ai décrit tout à l'heure, qui était le contenu SEO, qui sera, à mon avis, très rapidement, quand je dis très rapidement, c'est de la techno, ça prend du temps, ça va faire de 0 à 10 ans, qui va devenir automatisable. Voilà, et moi, je vais vous montrer un peu des exemples de contenu. Oui, excuse-moi. J'ai dit, je vais montrer des exemples un petit peu des contenus réinventés. D'accord. Pour. Alors, tu avais encore un slide ou deux? Oui, j'ai encore un slide, je me dépêche, j'ai 2 minutes de retard, mais je parle plus vite. Je dirais, ces contenus automatisés sont des choses qui existent déjà sur des bases de données structurées. Vous avez par exemple des analyses de rapports financiers, ou alors des outils qui vont pouvoir générer du contenu automatique sur des bases de données de e-commerce, ou par exemple de l'immobilier, parce que finalement, ce sont des choses qui sont assez standardisées, qui sont faciles à faire. Alors, là, ça va un cran, même 2 ou 3 crans plus loin. Et donc, il va falloir se creuser un peu la tête pour pouvoir sortir de cela. Je pense que finalement, à la fin, ça sera bénéfique parce que ça va nettoyer le marché de tous ces contenus bas de gamme qui n'ont aucun intérêt et qui n'ont aucun impact. Et ça va nous permettre, nous, en B2B, de faire notre travail beaucoup mieux. Et pour cela, comme on est très, très, très pressé par le temps, je vais vous envoyer sur cette matrice que j'avais créée il y a quelques années pour un de mes clients qui se posait la question de savoir s'il fallait qu'il fasse du contenu. Et je lui dis, mais il y a contenu et contenu. Et je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas encore exploré ça. Il faut qu'on aille beaucoup plus loin dans l'exploration des différents types de contenus. D'abord, qu'on revienne sur le product content, le contenu immersif, et aussi, à la fin, j'ai perdu mon slide, mais sur le contenu UGC, et on va y revenir, ce sera ma dernière partie sur la congruence. Et j'ai dépassé de 3 minutes, je suis désolé, mais voilà ce que je peux faire de mieux pour cette première partie. Et moi, je vais vous parler effectivement des nouveaux formats et de la nouvelle approche que l'on sent arriver en 2021. Premièrement, Yann vient un peu de vous le dire, d'être moins sur la quantité, mais être plus clairement sur la qualité, d'être moins dans la production de blog posts au kilomètre en format 1 ou 2 feuillets qui finalement apportent peu de valeur ajoutée en termes de réflexion sur le contenu et qui traite des thématiques l'une après l'autre sans être dans le mode débat et échange comme un vrai article doit vous apporter lorsque vous lisez un papier journalistique. Hein. Et donc, on va vers beaucoup plus des articles où on va traiter l'ensemble d'un sujet, où on est moins dans un article, mais plus dans un dossier. On va faire en sorte que les différents articles rebondissent entre eux sur des pages différentes pour aller aussi nourrir cet objectif un petit peu de cocon sématique en SEO, dans des formats ici, comme on vous le montre avec Veolia à droite, hein, où on est beaucoup plus sur un contenu qui est devenu même après un livre PDF en regroupant tous ces articles entre eux. Donc, première tendance, des articles qui sont moins une succession de contenus l'un après l'autre, mais vraiment la construction de dossiers thématiques à plus forte valeur ajoutée. Deuxième tendance, des contenus à la fois plus experts, hein, qui vient rejoindre la même idée que précédemment, mais aussi plus incarnés. On va s'inspirer un peu de ce que du mojo, du mobile journalisme, vous voyez dans l'exemple au centre, où on va peut-être moins faire travailler un journaliste, mais plus impliquer un collaborateur, et il va directement se filmer, comme vous le voyez en bas, et donc ça sera certainement là encore moins joli, peut-être même moins dans la narration journalistique, mais ça sera plus authentique parce qu'il va utiliser les bons mots et on va en plus aller chercher un peu cette envie de regarder, toucher cette fibre que l'on a tous, un peu people, de se dire voilà, c'est vraiment cette personne que je connais ou que je peux demain rencontrer. Et donc, on est vraiment dans cette idée d'un contenu à la fois expert, mais aussi incarné. Troisième tendance, c'est ces e-books hein, qui sont toujours un peu au centre des mécaniques en B2B. Comment on les réinvente
Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils sont moins PDF à l'ancienne, en format portrait, alors qu'on est tous dans nos écrans, donc plutôt en format paysage et sans imprimante. Donc, les réinventer, faire en sorte qu'ils soient toujours réalisés en format PAO avec un PDF, mais un PDF enrichi dans lequel on va pouvoir à la fois proposer une navigation différente qui est moins linéaire, mais qui permet d'être plus progressif. Vous le voyez dans l'exemple en haut à droite, où tout le contenu n'est pas affiché. Vous avez des plus pour faire afficher du contenu que vous voulez lire, et puis vous pouvez naviguer un peu comme vous le voulez par rapport aux thématiques qui vous intéressent plus particulièrement, tout en gardant bien sûr le PDF à télécharger qui reste un élément important dans la promesse de génération de leads. Et puis enfin, quatrième tendance, vous la vivez certainement, la multiplication de ces podcasts, y compris en B2B sur des thématiques très spécifiques. Ici, un exemple à gauche pour Urgo qui cherche à toucher et aider les pharmaciens, ou à droite pour la Paris Retail Week. L'enjeu plutôt aujourd'hui, c'est pas de réaliser un podcast, c'est pas de trouver des partenaires pour témoigner, c'est aussi de générer l'audience. Et c'est là-dessus où je veux être alerté, c'est de dire attention, l'enjeu n'est pas simplement de produire le podcast, mais de s'assurer qu'il sera écouté par vos populations. Et puis, dernière tendance qui va rejoindre la thématique suivante par Yann autour de l'influence et comment, et donc nous, on vous proposera souvent de réaliser ce qu'on appelle des contenus un peu en regard croisé. On va interroger à la fois vous, la marque, et puis son écosystème, que ça soit un think tank, une association, une fédération, un syndicat, quelqu'un de référent. On va poser les mêmes questions à deux personnalités pour en fait se rendre compte que il y a un point de vue convergent, le regard croisé et un regard convergent, et donc ça aide la marque à s'intégrer, à légitimer sur un marché. Et donc, on est effectivement au début la thématique d'influence, thématique que va aborder dorénavant Yann pour passer d'un contenu à de l'influence. Je te repasse la parole, Yann. Merci, Laurent. Bien sûr, je te rejoins sur beaucoup de points. Tu as parlé de contenu journalistique. Une chose qui nous a marqué dans notre histoire l'année dernière, c'est que Visionary Marketing a été reconnu par la CPPAP, par ses pairs, en fait, par la commission paritaire des agences de presse. Donc, et ça rejoint ce que tu disais à propos des contenus journalistiques, c'est que je dirais, tout notre savoir-faire de contenu en termes de blogging B2B est en train de changer aussi de nature et de professionnalisme et reconnu par les pairs. Je te rejoins aussi complètement sur les contenus incarnés, je vais y revenir dans une seconde, sur les e-books qui peuvent aussi prendre une forme beaucoup bien différente de ce qu'on peut faire en PAO. On peut utiliser des outils beaucoup plus simples, notamment dans l'environnement Apple. Il y a énormément d'outils qui existent, mais sinon on peut utiliser Calibre aussi, qui est open source et qui va permettre de créer des contenus qui sont peut-être un peu moins léchés que ce qu'on fait en PAO, mais par contre qui vont être très très lisibles sur un mobile et très pratiques à télécharger et à lire. Quant au podcast, c'est une véritable explosion. Ça fait 20 ans que je fais du podcast et ça fait 20 ans que j'attends que les gens arrivent à cliquer sur le bouton. Et là, alléluia, alléluia, c'est des milliers de téléchargements qu'on fait avec ces podcasts. C'est absolument extraordinaire. Et c'est arrivé en quelques mois. Sur les 3-4 derniers mois, c'est extraordinaire. Alors, comment intégrer l'influence B2B à sa production de contenu? Je vais revenir aussi sur certains points de Laurent. J'aurai 3 points. Bien sûr, encore une fois, on est très pressé, donc je ne vais pas m'étendre. Je vais juste prendre ces 3 points qui me semblent les 3 points les plus importants dans la façon d'intégrer l'influence B2B à sa production de contenu. Et là, je vais vous donner un double point de vue, puisque j'ai été client pendant 20 ans et je suis de l'autre côté de la barrière depuis un petit peu moins longtemps, une petite dizaine d'années. Le juste équilibre. Le juste équilibre est quelque chose qui est important surtout en France où on a un petit peu de retard par rapport à l'Amérique. Je vous invite à lire sur Visionary Marketing un article sur la méthode américaine du content marketing. Aujourd'hui, le content marketing est devenu un des premiers budgets, sinon le premier budget aux États-Unis. On n'embauche pas un directeur marketing qui ne soit pas aussi un directeur du contenu. C'est obligatoire
que ce soit en B2B ou en B2C. Et la question, elle se pose toujours, interne ou externe. Est-ce que je vais devoir faire des choses chez moi ou des choses à l'extérieur? Et je pense qu'en B2B, la question, elle se pose pas vraiment. Comme nous l'a dit Laurent, il a bien raison. Il a parlé de incarner les contenus. Et je pense que, et je l'ai toujours pensé, je l'ai pensé en tant que client et je le pense encore en tant que fournisseur, il faut absolument que l'entreprise s'implique au travers de ses experts notamment, puisque le B2B passe beaucoup par l'expertise, pour aller chercher l'authenticité, la réalité et la profondeur. Là où l'influenceur va pouvoir jouer un rôle, c'est justement avec ces fameux regards croisés, ces interviews, ces mises en valeur d'experts qui parfois sont pas forcément au top de l'expression, mais que vous pouvez emmener et entraîner. Et je pense aussi que notre rôle, c'est vraiment ce qu'on fait chez Visionary Marketing, c'est aussi d'apprendre aux clients à pêcher le poisson, à l'apprendre à grandir sur cette production de contenu pour que ça devienne quelque chose qui est finalement pas si important que ça. Ce qui est important, c'est mon titre, c'est la stratégie de contenu et donc mettre toute cette technique-là derrière vous. Deuxième point, très important, si vous travaillez avec des influenceurs, il faut toujours garder en tête que ce sont des créateurs. Un influenceur est un créateur et c'est un créatif. Donc, oui, il va ruer un petit peu dans les brancards, il va vous secouer. Des fois, vous allez un peu tomber, mais il faut vous y tenir. Si vous n'aimez pas ce qu'il fait, plutôt que de rester derrière lui à corriger ses virgules, comme je le vois malheureusement trop souvent, auquel cas d'ailleurs, il n'est pas rare que l'influenceur se retourne vers vous en disant « Écoutez, ça suffit, c'est moi qui écris, donc de toute façon, c'est moi qui choisis ». Si vous n'aimez pas ce qu'il fait, ne travaillez pas avec lui. Mais ne corrigez pas sa copie, on n'est plus à l'école. Ce sont des gens qui ont réussi, pour ma part, ça fait 26 ans que je travaille là-dessus. Donc, on a créé des communautés, et ces communautés, elles ne sont pas arrivées comme ça. C'est beaucoup de travail. Donc, il faut respecter ce travail, bien entendu travailler en collaboration, mais respecter les créateurs et laissez-leur la bride, surtout, et profiter, en l'inverse, de leur liberté et de leur liberté de ton pour sortir de ce carcan du style institutionnel corporate qui ne veut rien dire et qui n'intéresse personne. Alors oui, du corporate, j'ai géré le site corporate d'orange.com, on sait faire aussi. Il en faut pour les institutionnels, il n'y a pas de souci. C'est pas un dénigrement. C'est simplement que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans la matrice de tout à l'heure, on pourra y revenir si on veut en discuter, il y a différents types de contenus et différents types de tons. Profitez de cette liberté de ton pour apprendre. Et surtout, dernier point, et c'est tellement important que je l'ai répété 3 fois, et il y a un point de suspension pour le répéter plus longtemps, travailler dans la durée. Ça ne sert à rien de faire des campagnes. La campagne en content marketing, ça n'existe pas. Si John Deere fait ça depuis 125 ans, si Michelin fait ça depuis 120 ans, si nous, on fait ça depuis 26 ans, si Orange Business Service, où j'ai officié dans le temps, fait ça depuis 15 ans, c'est que quelque part, on peut aussi travailler un peu plus que 6 mois. Travailler dans la durée et travailler dans la durée avec ces influenceurs. Et moi, je dois avouer, j'ai la chance d'avoir des clients qui nous font confiance. Souvent, ce sont les petits d'ailleurs qui comprennent ça, plus que les gros. Ils nous embauchent non pas, c'est quelque chose que j'aime bien faire, c'est non pas vendre en project-based, je vous vends un contenu, je vous livre mon contenu et je m'en vais, mais de travailler en time-based, de travailler sur la durée avec ses clients, parce que c'est beaucoup plus créatif et ça nous permet aussi de dire ça, ah tiens, il y a un truc là, j'y avais pas pensé, et si on faisait ça, ça serait vachement bien. Et du coup, on se retrouve un peu dans une position qui est très proche du travail qu'on fait sur nos sites, sur nos contenus, sur nos plateformes. Et puis, c'est beaucoup plus dynamique, beaucoup plus créatif et tout le monde y trouve son compte. J'enchaîne donc pour parler du contenu pour l'ABM et quelle personnalisation on doit pouvoir faire pour respecter un des éléments fondamentaux qui est en ABM, c'est de personnaliser les contenus. Sauf qu'effectivement, on n'a pas toujours ni le temps ni l'argent de travailler des contenus
pour chaque compagnie, hein, parce que ABM, ça veut dire Account Based Marketing. Donc, on doit faire un marketing le plus proche de chaque account, de chaque compagnie que l'on va adresser. Donc, un de nos moyens d'y arriver, c'est de commencer par personnaliser la porte d'entrée, personnaliser le premier contact qui va faire en sorte qu'on invite à rentrer. La vitrine doit attirer et on va permettre de faire en sorte que ces contenus soient le plus personnalisés possible. Après, attention de ne pas être déceptif. Hein. Il ne faut pas avoir une promesse totalement décalée entre une vitrine où on va promettre quelque chose de très personnalisé et puis qu'à l'intérieur, le contenu va être très générique. Donc, commencez par exemple par personnaliser vos vignettes sociales, puis le titre de l'e-book, d'y ajouter un témoignage ou un chiffre clé spécifique par rapport à la société ou éventuellement au marché que vous visez. Et puis après, pourquoi pas faire un contenu spécifique pour la cible ou comme réalisé en commun avec la cible. On va pouvoir y voir dans quelques instants. Un exemple ici avec Alcatel-Lucent et des vignettes LinkedIn qu'on a vraiment personnalisées par rapport, non pas une société, par rapport à un marché. Et donc, on s'est dit comment on va intéresser les professionnels de la santé à une thématique qui est un standard téléphonique. Je caricature un peu, mais en tout cas, un système de communication digitalisé. Et donc, on a personnalisé la porte d'entrée, c'est-à-dire qu'on a vraiment travaillé à personnaliser le texte plus que même que les images, pour faire en sorte que notre cible comprenne qu'on ne cherche pas à lui vendre quelque chose, mais on cherche à lui rendre service et à lui apporter des éléments concrets pour améliorer son quotidien et donc une solution de communication. Et donc, on a travaillé avec les product managers pour aller chercher ces insights qui sont dans la zone visuelle habituellement réservée pour LinkedIn. Et pour la petite histoire, on s'est dit, pour toucher les professionnels de santé, on ne va pas mettre un professionnel en blouse blanche ou une infirmière en blouse blanche, c'est pas la peine, ils en ont plein. Parce que par définition, tous les gens qui cherchent à les cibler font ce travail de personnalisation. On s'est dit, notre message sera plus fort que nos visuels. Et à partir de cet exemple de la santé, on l'a décliné pour l'éducation, l'hôtellerie, mais toujours avec cette idée de dire, on ne va pas mettre un visuel générique, mais on va vraiment aller travailler la porte d'entrée par des designs très forts. Personnaliser la porte d'entrée, c'est néanmoins personnaliser les visuels. Hein. Ici, vous le voyez avec 3M pour vendre des casques en B2B. C'est aussi être capable d'aller chercher des micro-détails qui vont faire que on a compris que vous adressez pas à vous d'une manière générique, mais vraiment personnalisée. Ici, l'exemple, c'est que pour toucher les avocats, on dit bien un cabinet d'avocats. Vous le voyez ici dans les visuels en blanc, son cabinet. Par contre, pour une juriste, on dit plutôt une entreprise, et pour un notaire, c'est une étude. Et ça, c'est important dans la personnalisation de la porte d'entrée. Ça change tout par rapport au fait que, bah oui, c'est un message qui est pour moi et donc on a des taux de clics meilleurs. Autre exemple de comment on peut personnaliser la porte d'entrée, tout en ayant un contenu identique qui est en dessous l'e-book. C'est ce qu'on fait pour Train Expo. Donc, Train Expo, c'est une filiale de la SNCF qui cherche à toucher des très grandes entreprises implantées partout dans le territoire pour leur proposer de faire des expos itinérantes. Donc, effectivement, c'est pas proposé possible pour toutes les entreprises. Il faut avoir une certaine taille et justement avoir cette capillarité territoriale. Ce qui est intéressant ici dans la personnalisation de la porte d'entrée, c'est que les vignettes ont intégré le logo du prospect. Donc, tous les gens d'Auchan ont vu cette vignette avec à la fois le logo Train Expo et la proposition Auchan, les gens de EDF à droite, et on s'est servi sur l'insight là de l'anniversaire pour engager nos cibles. Alors, un petit warning, parce que l'utilisation du logo et borderline, on va dire. On a pris le risque en se disant que la proposition, elle est sympathique, il y a un anniversaire, c'est pas un message commercial. Vous voyez, on a mis des emojis pour rajouter cette dimension un peu émotionnelle dans la proposition du message. Et puis, si on va aller plus loin dans un contenu très personnalisé, ça, c'est une campagne Google Cloud pour toucher ces 10 patrons du CAC 40, où là, il y a un livre spécifique qui a été rédigé aux éditions du Cherche Midi avec une préface de G. Catali, et chacun a reçu un livre personnalisé qui, la promesse était, on va vous faire votre biographie du futur grâce à la data de Google. Bon, voilà, là, on est dans une autre dimension budgétaire. Bien sûr, on n'a pas personnalisé la porte d'entrée, on a personnalisé tout le contenu. Voilà, c'est pour juste vous illustrer en ces quelques slides comment aujourd'hui on peut on a pour l'ABM, donc pour ce marketing qui est vraiment personnalisé à la société, plus ou moins personnaliser le contenu
selon, je dirais, les moyens, le temps et clairement aussi, oui, le budget. On passe à la dernière partie, qui est donc de l'influence à la congruence. Je repasse la parole à Yann. Merci Laurent. Faut que je retrouve mon... Ah bah voilà, merci. Il est plus rapide pour cliquer. Alors, on retourne à la fin de l'influence à la congruence. Je pense que pour les années qui viennent, on l'a vu, il va y avoir des challenges. En fait, ce ne sont pas des challenges. Hein, quand on est habitué aux technologies, au contraire, on embrasse les changements avec plaisir. Je pense que je ne crois pas trop, je dirais. Il n'y a pas de menace sur le content marketing du futur. Il y aura toujours du contenu, il y aura toujours des histoires à raconter, et au contraire, elles seront de plus en plus passionnantes. Plus il y a de l'automatisation bestiale, et plus on va s'amuser, et plus on va rigoler, et plus on va inventer et créer. Vive l'automatisation bestiale. D'ailleurs, elle aura pour principal avantage de faire disparaître tous ces producteurs de contenu à un centième le mot qui n'ont aucun intérêt, aucun impact et qui n'ont qu'un avenir, c'est de disparaître. Je vous ai fait part du bouquin de Randy Frisch qui est en fait le patron d'une agence de contenu. Hein. Et c'est lui qui a écrit FCK Content Marketing. Donc, il n'était pas l'air très content avec son métier. Il s'est réveillé un jour, il a enfilé ses boots et il a dit à son équipe, il faut arrêter de faire le content marketing comme on le fait aujourd'hui. Il faut réfléchir à la façon dont on crée et on produit du contenu. Et d'amener une expérience personnalisée. Et on va retrouver d'ailleurs dans ce framework beaucoup de choses que j'ai dites, mais aussi que Laurent a dites et qui ont fait la synthèse. Une centralisation du contenu, l'organisation du contenu, une personnalisation de l'expérience. On a vu même chez Google, et avec un récit, une personnalisation à l'extrême. Alors bien sûr, après, il faut avoir la poche assez profonde pour pouvoir faire des choses aussi belles, mais enfin, vous avez compris le principe. Vous pouvez faire des choses aussi un peu plus frugales, qui sont sur les mêmes principes. Distribuer le contenu, ben oui, ça va de soi. Quand on est un influenceur, en fait, on ne pense pas à ces éléments-là de manière isolée, on les intègre dès le départ. C'est un framework qui est intéressant et c'est effectivement un framework qui répond aux principales problématiques que je rencontre chez les clients. Du content marketing, vous avez vu, ça fait 125 ans. Ça fait 25 ans qu'on en fait sur Internet, ça devrait avoir une certaine maturité. Or, malheureusement, je vois encore beaucoup d'hésitations sur le marché. Beaucoup de problèmes mais vraiment des choses qui sont en fait pas très intéressantes. Des sites web qui fonctionnent pas. De la technologie qui est mal tunée. Des sites WordPress qui sont complètement dysfonctionnels et qui n'auront jamais aucune chance de fonctionner et qui vont faire en sorte que vos initiatives de contenu partiront directement à la poubelle. Donc, toutes ces choses-là, elles sont à intégrer. Et si j'ai un conseil à donner, ben oui, faites appel à des professionnels pour pouvoir régler ces problèmes-là. Et surtout, demandez à ces professionnels de vous apprendre à pêcher le poisson pour que vous régliez ces problèmes techniques et opérationnels tout de suite. Parce que ça n'a pas d'intérêt. Il faut dépasser tout cela. Ce framework, il est intéressant, mais à mon avis, en B2B, la question, elle n'est plus là depuis longtemps. Vous savez, en inbound marketing, j'ai dit la grande année d'inbound marketing, c'était 2014. On a cru que c'était le Graal. C'est très intéressant, l'inbound marketing, le marketing automation, bien pratiqué. C'est passionnant. J'en ai même conçu. Alors, donc, je peux vous dire que c'est bien, qu'on s'est bien fait. Il n'y a pas de souci. Mais bon, ça s'applique pas forcément à tout le monde, ni tout le monde de la même manière. Et surtout, c'est pas non plus une panacée. Ce qu'il faut surtout, c'est renverser cet entonnoir de vente qui, soyons clairs, date de Mathusalem. Quand je dis Mathusalem, c'est Cintelmo Lewis, le premier publicitaire américain qui ait existé. C'est l'inventeur de la méthode AIDA, hein, que vous connaissez bien, attraction, intérêt, désir, action. C'est l'inventeur également du fameux sales funnel. Alors à l'époque, c'était pas des funnels, c'était des sales buckets, c'était des seaux dans lesquels qui étaient de plus en plus petits jusqu'à temps qu'on arrive au client.
Bah oui, bah, sauf que en fait, en B2B, et notamment plus on va se déplacer vers la vente complexe, bah, ça fonctionne pas comme ça. En fait, on s'en fout un peu des dizaines ou des centaines de milliers de ventes, de vues que vous allez faire sur vos sites web. Ok, c'est bien de faire des vues. Mais si je fais un article qui est très très bien tuné, ou une newsletter qui est faite pour une personne, ça arrive, on peut le faire en ABM, ou un bouquin, comme l'a montré Laurent, qui est vendu au Cherche Midi, mais qui en fait vise une seule personne, eh bien là, je suis beaucoup, beaucoup plus pertinent. Et pour retourner cet entonnoir de vente, il faut changer la méthode de travail. D'abord, produire le contenu n'est pas une fin en soi. Je vois trop de clients, y compris des clients où on a bien compris le content marketing il y a quelques années, mais au bout d'un moment, on finit par oublier la raison pour laquelle on l'a fait, qui s'enferment dans la production de contenu et qui savent vraiment plus pourquoi ils en font, mais ils en font. C'est l'équipe ayant perdu de vue l'objectif, elle redouble d'efforts. Et du coup, on les finissent par se transformer en ce que j'appelle des content zombies, c'est-à-dire ils fournissent du contenu, mais ils savent plus trop pourquoi. Alors ça, il faut vraiment le mettre derrière soi. Et pour le mettre derrière soi, il y a une façon très très simple, c'est de devenir un champion de la production de contenu. Parce que quand vous êtes bon, vous vous préoccupez plus de la technique. Ceux qui sont obsédés par la technique, c'est ceux qui ne la connaissent pas bien. Donc connaissez bien la technique et évacuez-la et faites-vous accompagner des professionnels et surtout faites-vous accompagner intelligemment de manière à ce qu'ils vous transmettent leur savoir-faire aussi. Parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir ensuite grandir à l'intérieur de votre entreprise et pouvoir faire des choses plus créatives et plus originales. Deuxièmement, produire un contenu, produire un livre blanc, comme je dis souvent, un livre blanc tout blanc, ça ne sert à rien. Combien de livres blancs vous avez téléchargés qui vous promettaient la lune, vous les ouvrez et vous avez 3 graphiques et 5 listes à points qui vous disent les 5 machins pour bien réussir, les 5 bidules pour pas rater, et à la fin vous dites ouais, so what? Eh bien, ça ne sert à rien. Donc, si c'est pour écrire des livres blancs comme ça, à la limite, envoyer des pages blanches, ça sera plus rapide. Troisième point, travaillez avec des experts. Faites grossir vos réseaux. Attendez, attention, j'ai pas dit faire du growth hacking, hein, parce que ça, c'est pas éthique. Travaillez dans une logique éthique. Aimez les autres. Donnez. Alors ça, c'est très dur hein, pour les marques. Hein. Donnez et vous recevrez. Mettez ça dans cet ordre-là et vous verrez, ça marche tout seul. Pour cela, mon vélo qui est en train de voyager là. Pour cela, il y a 5 règles qui s'appliquent en marketing du bouche à oreille, hein, word of mouth marketing en anglais. L'authenticité, on en a déjà parlé avec Laurent, l'authenticité est très importante et elle passe souvent par vos experts. Comme disait Howard Rheingold dans Smart Mobs, il disait « the guy in the basement ». Le gars qui est dans le fond de la boîte, là, qui est dans le sous-sol. Vous savez, le type qui est super bon, on le met devant le client quand on a un problème, mais on n'ose pas le sortir. Sortez-le du placard et vous allez voir, il va s'épanouir, il va devenir génial. Hein, on a fait ça des centaines de fois et ça marche toujours en B2B. L'expertise paye toujours. On a besoin un petit peu d'être épaulé, d'être encouragé, d'être comment dire, facilité. Et surtout, n'allez pas voir des experts en leur disant « je vais valider votre contenu ». Ne dites jamais ça. Et si vous dites ça, vous mettez tout le monde à dos. Respectez les clients et respectez vos employés, respectez tout le monde. C'est le principe du marketing du bouche à oreille. C'est l'inverse de l'outbound. L'inverse. Vous aimez les autres et ils vous aimeront. Et la sociabilité. À chaque fois, tous les 2 ans, on se fait le baromètre tout de suite du social media et on revient à chaque fois à la même chose. Engager la discussion avec des clients, mon Dieu que c'est dur. Qu'est-ce que c'est dur. Et pourtant, c'est quoi le marketing? Revenez aux fondamentaux de Robert Keith, le manifeste du marketing de 1960. Et tout y est. Le client au centre de la préoccupation, ça n'existe pas. C'est l'essence du marketing. La sociabilité, c'est l'essence du marketing. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de social ads ou ce que vous voulez. Bien sûr qu'il faut faire du social ads,
mais faites-le dans le bon sens. Commencez par mettre en place les mécanismes de sociabilité qui vous rapporteront des choses. La mesurabilité, ça va de soi, je mets de côté, c'est trop facile. Mais la répétabilité aussi, le cinquième point, cinquième principe de base du marketing du bouche à oreille, et je l'ai dit, en content marketing, la campagne, ça n'existe pas. Donc oubliez ça. Pour ça, on propose un modèle que j'ai appelé de l'influence à la congruence, parce que finalement, on parle beaucoup d'influence marketing, mais finalement, il y a plein de choses à faire à l'intérieur de cette influence marketing. Et surtout, je pense que l'enjeu, il n'est plus seulement de suivre des communautés, mais de les fédérer. C'est la congruence. Des choses qu'on a déjà faites, je pense qu'un récit a déjà fait aussi. On a travaillé par exemple avec Flux Aqua, qui est une spin-off de Veolia, qui a lancé un forum d'entraide autour de l'assainissement de l'eau, avec des questions, même nous, on les comprend pas forcément. Ma pompe à sable est bouchée, comment je fais? Voilà, bon, vous, ça vous passionne pas, mais la communauté du domaine est véritablement centrée sur ces sujets. Il y a tout un tas de méthodes. Je vous invite à lire toute la littérature qu'on a écrite sur ce sujet-là, avec la méthode du jardinier qui est assez intéressante. Pour moi, c'est ça véritablement le Graal. L'influence avec la caisse de résonance d'un contenu qui existe déjà. Monsieur l'influenceur, venez utiliser votre joli réseau pour me faire parler des choses que j'ai créées moi-même. Oui, non, en fait, non. L'influenceur est un créateur. Si c'est un vrai créateur, il va plutôt aller dans le deuxième pavé. Je vais créer le contenu et je vais faire de l'influence. C'est ce qu'on appelle la confluence. J'ai volé ce terme à Tracker, rendons à César ce qui est à César. Cette confluence, ça c'est à mon avis déjà un pas très net vers la bonne utilisation de l'influence en entreprise et du travail avec les influenceurs. En B2B, ça n'a rien à voir avec le B2C, on est dans des domaines de co-création et c'est très intéressant de pouvoir aller dans comment dire, des initiatives beaucoup plus créatrices et beaucoup plus créatives. L'affluence, bah oui. Et là, on revient dans le modèle de Randy Frisch. Si vous avez fait des choses super créatives, mais que vous êtes incapable d'aller au-delà de la moyenne de la visite sur un site web B2B qui, je le rappelle, est à 50, et je sais que dans les grandes boîtes, c'est différent. J'y ai travaillé suffisamment longtemps. Mais sur combien de ces sites, en fait, le trafic est-il amené par du payant? Si vous enlevez le payant, ça change tout. Donc, amener de l'influence, essayer d'apprendre avec les influenceurs, et je vais terminer pour cette dernière partie. Apprenez le marketing du bouche à oreille, revenez sur ces 5 principes qui sont fondamentaux, et là, vous sortirez du content shock, vous créerez le content shock. C'est vous qui mènerez la danse, et c'est vous qui serez un leader, et vous aurez rassemblé vos communautés, non pas sur les médias sociaux génériques, mais sur des plateformes qui sont propres à vos métiers ou à vos entreprises. Et on a créé un contenu avec Bruno Friedanski là-dessus. Je vous invite à aller le lire. En B2B, sur l'aspect social et collaboratif, tout est à inventer. Tout. Même si vous avez l'impression que tout est dans LinkedIn, c'est complètement faux. La réponse, elle est chez vous. C'est à vous de le créer. Merci Yann, merci à tous de nous avoir écoutés ce matin. J'espère que vous a donné des tips intéressants et un angle de vue qui vous permet de se projeter sur comment continuer à faire du content marketing en B2B. Juste terminer pour vous donner un prochain rendez-vous. Vous pouvez retrouver sur events.enterprise avec un S. Où vous pouvez directement retrouver l'ensemble des rendez-vous dédiés au B2B qu'on vous propose. Le prochain est dédié à l'ABM avec le témoignage du cabinet Dorman, cabinet de recouvrement, et une mécanique qui bande sur ces thématiques du recouvrement. On vous souhaite une bonne journée à tous. Merci Yann, merci de nous avoir suivis aujourd'hui et on vous donne rendez-vous très bientôt. Merci à tous. Merci Laurent.